Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons des hommes et nous avons des femmes à cette conférence, c'est super. Bonjour à tous ceux que nous retrouvons de nouveau et bienvenue s'il y en a qui sont nouveaux. Aujourd'hui, on retrouve cet après-midi du coup Sandra de elblog.fr qui va vous parler justement de la stratégie de contenu. Bon, alors bonjour à tous et merci d'être là pour ma première conférence en ligne. J'ai eu l'habitude de faire des réunions en présentiel, mais cette année, il faut s'adapter. Donc voilà, donc la première réunion qui va parler de stratégie de contenu, une prospection douce. Si jamais ça ne vous parle pas tout de suite, on va détailler exactement ce que ça veut dire et ce dont ça concerne, etc. Donc, pas de problème. Donc, pour commencer, comme Mélanie l'a dit, moi, c'est elblog.fr. Donc, je m'appelle Sandra. Je fais du blogging depuis des années et des années. J'aimerais bien dire que ça fait que 10 ans, mais je suis un petit peu plus âgée que ça. Mais ça restait du loisir. Et à côté de ça, j'ai été manager auprès d'hommes en logistique, etc. J'ai fait du mentoring sur de l'animation des équipes, spécialisée principalement en sécurité logistique et de l'analyse de performance. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, mais je bloguais toujours, etc. à côté. Et j'ai décidé, au bout d'un certain nombre d'années, de professionnaliser tout ça. Et maintenant, je suis rédactrice web SEO. Donc, on expliquera, pour ceux qui ne savent pas SEO, ce que ça veut dire, freelance. Donc, je travaille principalement sur 2 missions. De la rédaction, donc que ce soit des articles de blog, des fiches produits, les textes qu'il peut y avoir sur les sites, les pages de vente, etc. Et je fais de l'aide à la stratégie de contenu et du mentoring pour les personnes qui ont juste besoin d'échanger, etc. et qui ne sont pas à l'aise sur le sujet. Donc, voilà pour me présenter à peu près. Donc, c'est bien les gens qui nous rejoignent maintenant, ils sont juste à la présentation, nickel. Hop. Donc, pour ceux qui ne voient pas un petit peu ce que c'est la stratégie de contenu, j'ai décidé de commencer la conférence aujourd'hui en remettant à plat les bases pour qu'on ait tous le même vocabulaire et les mêmes degrés d'information. Donc, on part de clients qui ont une question, un besoin. Par exemple, ils ont besoin d'acheter un cadeau pour leur frère pour son anniversaire, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Google, alors sur un moteur de recherche, mais je prends Google parce que c'est le principal qu'on connaît tous. Ils vont taper cadeau pour frère, pour anniversaire, et ils vont tomber sur un panel énorme de sites qui leur sont proposés. Le but du jeu, c'est que votre site à vous, votre business, votre commerce, etc. se retrouve. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment les clients peuvent tomber sur votre site quand ils font une recherche comme ça sur Google. Donc, la conférence d'aujourd'hui va parler particulièrement aux gens qui ont un site Internet, qui ont un business en ligne ou qui ont des prestations de services en ligne. Donc, pour continuer sur l'explication de base, on va partir du schéma de gauche avec mon site internet, par exemple, elblog.fr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va publier des contenus. Qu'est-ce que ça veut dire, des contenus? Ça veut dire qu'on va publier des articles de blog, des pages web avec de la présentation, du à propos, des contacts, etc., de l'explication de prestations et tout, des vidéos, de l'audio, on va envoyer des newsletters, on va faire des publications sur les réseaux comme sur Instagram, sur l'exemple là, des podcasts, etc. Donc tout ça, ça fait partie des contenus. Donc tout ça, ce sont des publications de contenu qu'on va pouvoir poser sur le net. À quoi ça va servir de mettre des publications de contenu sur le web? Ça va servir à transmettre vos valeurs et votre personnalité et ça va servir à montrer votre expertise. Quand vous allez sur un site, peu importe, un site par exemple, un site de fabrication de canapés, vous avez envie de voir que le commerce, il est sérieux, il fait de la qualité, il fait des canapés sur lesquels vous pouvez être bien, qui vont avoir une durée de vie assez longue, etc. Donc, vous avez envie qu'il vous prouve de la qualité de son produit. Et ensuite,
grâce à tous ces contenus qui vont mettre de la valeur, de la personnalité, qui vont montrer votre expertise, ça va permettre d'attirer les visiteurs vers votre site. Ils vont venir une fois voir un petit peu ce que c'est. Ils vont revoir une fois pour voir les caractéristiques, les informations dont ils ont plus besoin. Ils vont venir ensuite parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils voient des retours clients, etc., des contenus, ils vont lire des informations, des do-it-yourself, des avis clients, etc. Ils vont revenir, ils vont acheter. Et une fois qu'ils sont convaincus, ils reviendront, ils parleront de votre site, etc. Donc, voilà en gros pourquoi publier du contenu. On va voir tout ça un petit peu plus en détail, mais c'est pour vous resituer l'environnement grossier, savoir où est-ce qu'on est et de quoi on parle. Donc, j'avais envie de commencer avec une citation. La meilleure stratégie est celle qui permet d'atteindre ses objectifs sans se battre, de Sun Tzu. Bon, je ne dois pas avoir l'accent exact, mais qui était un général de l'armée et qui a écrit un livre sur l'art de la guerre, un général chinois, et qui résume exactement ce qu'on veut voir aujourd'hui. Ce qu'on veut mettre en place, c'est une stratégie pour attirer nos clients, mais on n'a pas envie d'aller se battre. On n'a pas envie d'appeler 15 000 clients, on n'a pas envie d'aller frapper à leur porte, on n'a pas envie de les relancer 15 000 fois en disant « ça t'intéresse, ça t'intéresse, ça t'intéresse ». Voilà. Nous, ce qu'on a envie, c'est de prouver qu'on est bon et que le client, finalement, il est tellement conscient et il est tellement convaincu qu'on est bon qu'il vient tout seul à nous. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la stratégie de contenu, un peu plus en détail que ce qu'on a vu avant, comment l'utiliser pour atteindre vos objectifs et le pouvoir du blog dans la stratégie de contenu, puisque comme je vous l'ai dit en présentation, le blog, le blogging, etc., c'est ma spécialité. Donc, qu'est-ce que la stratégie de contenu ? Donc, la stratégie de contenu, c'est le fait de gagner et de fidéliser des clients. C'est une méthode marketing qui permet de diffuser votre expertise en créant des contenus à forte valeur ajoutée par le biais de canaux de communication. Je me répète un petit peu de différentes façons, etc., mais c'est vraiment pour que tout le monde soit, voilà, on soit tous dans le même mood, j'ai envie de dire. Pourquoi avoir une stratégie de contenu ? Pour attirer vos clients idéaux. Donc, on va reparler des clients idéaux après, même si vous en avez, je pense, déjà un petit peu parlé dans les autres conférences. Pour générer du trafic qualifié vers votre site, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a plein de gens qui viennent visiter votre site, vous avez un site de vélo, il y a plein de gens qui viennent visiter votre site, c'est génial. Par contre, dans les centaines, on va dire, pour faire un chiffre facile, dans les centaines de personnes qui viennent voir votre site, finalement, il y a 2 personnes qui font du vélo. Et toutes les autres, elles s'en moquent, elles trouvent que votre site, il est beau, il est sympa, mais ils ne veulent pas faire du vélo, ça ne les intéresse pas. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même de vendre. Donc, le but, c'est vraiment d'attirer du trafic qualifiés, des gens qui sont intéressés par votre site, qui reviendront et qui, à la fin, vont acheter. Gagner en notoriété, plus vous êtes connu, plus les gens parlent de vous, plus ils vous foutent de la pub gratuitement, quoi. Être reconnu comme expert de votre domaine, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur votre site, ils sont sûrs que c'est de la qualité, que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes à même de les aider. Générer des ventes, évidemment. Voilà. Générer des ventes, voilà. Donc, comment on va atteindre ces objectifs et la mise en place de la stratégie de contenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler pas à pas la façon de mettre en place une stratégie de contenu. Donc, j'ai commencé encore par une phrase parce que j'aime bien faire ça, qui va résumer tout ce qu'on va voir ensuite. Donc, comment mettre en place une stratégie de contenu en proposant à votre client idéal, et j'ai bien mis à votre client idéal, sur ces canaux de communication, du contenu adapté à forte valeur ajoutée qui répond à sa problématique immédiate. Voilà, vous avez vu à peu près les 4 parties que j'ai mis en violet et les parties que je voulais absolument mettre en avant pour cibler un petit peu où est-ce qu'on va. Donc, on va commencer évidemment par le client idéal. Parce que avant de vendre, avant de faire un site, avant de créer un article, avant de poster une publication sur Instagram, sur Facebook, etc., si vous ne savez pas qui vous voulez, à qui vous voulez vendre, à qui vous voulez faire une prestation, qui vous voulez servir, il n'y a pas d'intérêt. Donc, la base de toute façon, mais des gens qui ont des commerces, etc., je veux dire, ça, c'est une partie pour vous qui est très claire, puisque si vous vendez n'importe quoi, vous devez savoir bien à qui vous souhaitez vendre. Donc, la première question à se poser, c'est qui est-il ?
Donc, son âge, son prénom, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il vit dans une maison, est-ce qu'il vit en campagne, etc. Donc, toutes ces questions un petit peu personnelles, finalement. Donc, c'est à vous de cibler exactement le type de personne que vous voulez, le genre, etc. La deuxième question à se poser, c'est que fait-il? Quel est son métier? Quels sont ses loisirs? Quelles sont ses occupations quand il n'est pas au travail? Et surtout, quels sont ses réseaux? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un tous les dimanches qui va acheter son journal, qui aime bien aller dans son fauteuil, lire les informations, etc., qui est très avide voilà, de son petit journal, ses habitudes? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit ses émissions à la télé tout le temps et qui est toujours là au bon rendez-vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui, à peine il est levé, il va mettre, comme beaucoup d'entre nous, Instagram, passer des heures à scroller, à regarder les dernières informations, etc. Donc là, ce qui est important, ce n'est pas de savoir quels sont les réseaux sur lesquels vous préférez être, c'est de savoir quels sont les réseaux sur lesquels votre client aime être. Et la dernière, c'est quel est son besoin, qui est une question très, très importante et parfois qu'on néglige quand on lance un commerce, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, moi, j'aimerais bien lancer ce projet, mais en fait, il faut lancer le projet qui correspond exactement aux besoins de votre client. Donc, quel est son problème immédiat? De quoi a-t-il besoin? Comment pouvez-vous l'aider? Si je reprends l'exemple de tout à l'heure du vélo, si jamais votre passion, c'est de dénicher les derniers vélos, d'être vraiment à la pointe de la technologie là-dessus, mais qu'en fait, votre client idéal, celui que vous avez défini et les personnes qui sont autour de vous, etc., ils ont juste besoin d'avoir des réparations de vélos, etc., bah, finalement, vous avez la bonne personne, etc., mais vous n'avez pas bien ciblé son besoin, donc ce qui fait que vos prestations ne correspondront pas à ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions là-dessus. Je pense que de toute façon, vous avez eu d'autres points plus détaillés sur le client idéal avec d'autres intervenants. J'ai pris l'exemple de Sephora que j'aime bien. Je suis désolée pour les hommes qui sont là pour la conférence. Mais du coup, je me suis adaptée. Voilà. Enfin, je me suis adaptée. J'ai fait un truc que j'aimais bien. Donc, la cible principale de Sephora, comme exemple, c'est les femmes entre 20 et 30 ans, des femmes dynamiques, modernes, qui sont passionnées de cosmétiques et qui connaissent très, très bien les cosmétiques. Donc, Sephora est une marque répandue pour vendre du haut de gamme et pour innover. Leur phrase fétiche, c'est il se passe toujours quelque chose chez Sephora. Voilà. Ils font toujours venir des marques, j'en avais mis ici parce que j'aime bien, des marques, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si on voit parce que du coup, j'ai pas le... Si tu vois Mélanie, nickel. Si Mélanie voit, c'est bon. Donc, des marques comme La Neige, des marques comme Kat Von D, des marques coréennes, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que, à part à Sephora, vous ne pouvez acheter nulle part. Donc, ça, c'est un cœur de cible de Sephora. Pardon pour le bruit. Le problème, c'est que Sephora n'ont pas envie de vendre qu'à ce genre de femmes. Sephora a envie aussi de cibler des femmes qui sont un petit peu plus âgées, voilà, on va dire entre 40 et 50 ans. Et dans ce cœur de cible, ils ont deux cibles principales. Ils ont les femmes qui gagnent très bien leur vie, qui ont l'habitude d'habiter en centre-ville, qui ont des centres commerciaux à côté de chez eux, qui sont très au fait des réseaux sociaux, etc., qui suivent les tendances, qui n'ont pas peur qui n'ont pas peur de vieillir, qui n'ont pas peur de leur âge et qui aiment bien, même si elles ne s'y connaissent pas forcément, mais qui aiment bien les dernières innovations, qui aiment bien les nouvelles marques, etc. Donc, ils connaissent très bien. Donc, pour ce système, pour ces femmes-là, les supports de Sephora sont très bien adaptés. Les mêmes supports que celles de 20-30 ans sont très bien adaptés. Les réseaux sociaux, les sites internet, etc. C'est des femmes qui ont l'habitude. Voilà. La deuxième cible, c'est des femmes. Enfin, la deuxième cible, dans cette cible de 40-50 ans, c'est des femmes qui ont envie de prendre soin d'elles, qui connaissent un petit peu moins les marques, qui ont l'habitude de prendre les mêmes soins, les produits qu'elles connaissent, les soins qu'elles connaissent, etc. Mais par contre, bien se maquiller, aiment bien prendre soin d'elles et qui aiment bien échanger avec leurs copines. Elles n'y connaissent pas grand-chose, mais elles sont avides de conseils et elles ne refusent pas du tout, l'aide d'autrui. Donc pour cette cible-là, Sephora a utilisé de nouveaux concepts, des nouveaux supports de communication, c'est-à-dire qu'ils se sont mis sur la publicité, cinéma, tout ce qui était vidéo, cinéma, télé, etc.,
presse féminine, puisque c'est des gens qui échangent avec leurs copines, qui prennent des conseils dans des magazines, etc. Donc, ils ont fait du support papier et le web, parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes d'une quarantaine d'années étaient de plus en plus intéressées par les réseaux sociaux, notamment Facebook, qu'elles étaient de plus en plus présentes. Et ce qu'elles aimaient bien sur Facebook, c'est que Facebook, c'est un réseau social. On a commencé tous à s'y mettre pour discuter avec notre maman, notre copine, notre sœur, et qu'on échangeait nos bons plans, nos photos, etc. Donc, elles vont facilement sur Facebook, elles vont facilement voir ce qui a intéressé les autres, etc. Donc, Sephora a été attaqué et a été se positionner sur Facebook. Donc, ils ont adapté leurs nouveaux produits. Et niveau marketing, ils ont suivi aussi, puisque si vous allez chez Sephora, ils sont connus pour la vente en libre service, qui est tout à fait adaptée à des gens qui ne connaissent pas les produits, qui ont envie de les toucher, qui ont envie de sentir, etc. Et ils n'ont pas de vendeuses, ils ont des conseillères. Donc, c'est hors support, mais ils ont suivi exactement le marketing. Finalement, si vous avez une entreprise et que vous avez l'habitude de faire du marketing, la stratégie de contenu, ça s'adapte complètement. C'est pour ça que c'est une méthode marketing, d'ailleurs. Donc, voilà, pour l'exemple de Sephora. Hop, et j'avais envie de vous mettre une petite, en fait, un petit bout d'une interview qu'avait fait Olivier Schaeffer, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, qui est l'ancien directeur général international de Sephora. Donc, j'ai pris que des parties, mais notre site est un incroyable outil de diffusion. Donc, il met bien que c'est un de leurs supports. Si bien sûr le contact physique avec les produits est difficile, nous développons des outils à forte valeur ajoutée. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est du contenu à forte valeur ajoutée. Nous proposons entre autres un catalogue qui balaye l'ensemble de vos références. Donc, ça, c'est typiquement des fiches produits, voilà, des choses qu'on va avoir après, du référencement, etc., ainsi que des conseils. Donc, souvent, les conseils, c'est du blogging, c'est-à-dire qu'on va faire des articles de blog, qu'on n'appelle pas blog, qu'on appelle conseils, et qui vont vous dire comment mettre votre mascara quand il pleut, comment mettre les bonnes couleurs quand c'est l'été, etc. Et des avis d'utilisatrices averties. Donc, ça, c'est soit des interviews, soit des avis, etc. En termes de trafic, notre site est d'ailleurs notre premier magasin de réseau. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de finir sur cette petite partie d'une interview qu'il avait faite pour finir sur Sephora. Ensuite, j'enlève le point bleu. Ça ne veut pas. On va passer sur ces supports de communication. Donc pas les vôtres, mais celui de votre client idéal. Donc, qu'est-ce que c'est les supports de communication? Donc, moi, je coupe les supports de communication en deux. Je vais parler de tout ce qui est support comme les sites web, blogs, newsletters, tout ce qui est journal, flyers. Donc là, j'en parlerai pas, mais je voulais vous le mettre. Et tout ce qui est vidéo, podcast, etc. Et ensuite, le deuxième support que je sépare, c'est tout ce qui est réseau. Donc, soit les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour n'en citer que quelques-uns, les réseaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, et tout ce qui est autres réseaux, c'est-à-dire YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Donc, Spotify sur lequel vous pouvez implanter des podcasts si jamais vous n'êtes pas au fait là-dessus. Apple Podcasts, voilà, c'est pareil, et plein d'autres. Donc, pour moi, il y a une différence entre le support et le réseau. On va en parler après, mais les deux sont importants. On ne veut plus faire la flèche. Hop. Alors, maintenant qu'on a vu les bases, qu'est-ce que c'est la stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est les contenus, à quoi ça peut servir, etc. On va voir un petit peu que comme c'est une stratégie, évidemment, il faut quand même qu'on soit organisé. Évidemment, il y a une méthode et évidemment, ça ne se fait pas comme ça en postant des vidéos, des articles par-ci, par-là. Il y a toute une méthode à mettre en place avant. Donc déjà, ce qui est important de savoir, mais ça paraît assez logique, c'est que quand on a une stratégie de contenu, c'est qu'on a un objectif derrière et que toute la stratégie de contenu, doit servir l'objectif. Voilà. Donc, votre objectif, c'est de vendre un nouveau produit. Toute la stratégie doit être fixée là-dessus. Votre objectif, c'est de vendre une prestation, c'est de lancer une formation, etc. Tout votre contenu doit être créé dans ce but-là. Et ça va se définir, la méthode va se définir en 2 points. Définir la ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la ligne éditoriale?
Donc, je vous ai mis déjà que c'est prendre des décisions importantes pour cadrer votre communication. Donc, qu'est-ce que c'est une ligne éditoriale? Ben, ça, c'est tout simple. C'est la façon dont vous allez vous exprimer à vos clients et comment vous allez le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on a un ton pardon, très formel? Est-ce qu'au contraire, on va être très familier avec lui? Est-ce qu'on va donner que des astuces? Est-ce qu'on va parler que de nos produits? Est-ce qu'on va faire que des interviews, etc. Donc ça, c'est des décisions qu'il est important de prendre. Surtout, en plus, si vous collaborez, si vous avez des collaborateurs, etc., c'est important que ce soit pris comme décision et que ce soit posé. C'est-à-dire que tout le monde ait la même ligne éditoriale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire en tutoyant votre client si jamais votre collègue d'à côté, elle, quand elle écrit, elle aime bien vous voyez. Voilà, il faut que ce soit clair pour le client. Donc tout ça, il faut que ce soit décidé avant, cadré et communiqué à l'ensemble de l'équipe. Et le deuxième point, c'est établir un planning éditorial. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez qui est votre client, où vous voulez aller, ce que vous voulez vendre, votre ligne éditoriale, il faut savoir de quoi vous voulez parler, sur quel support. Donc là, on revient sur ce qu'on a vu avant. Est-ce que vous voulez un site web? Est-ce que vous voulez être sur, par rapport évidemment à votre client idéal, est-ce que vous voulez être sur Facebook, Instagram? Est-ce que vous voulez faire des vidéos, etc. Donc là-dessus, c'est à vous de définir ça. Les dates butoirs, c'est-à-dire que si vous vous dites bah, je veux faire une vidéo, je veux faire des vidéos pour mes clients, bah, dans ces cas-là, est-ce que vous voulez en faire toutes les semaines, tous les mois, toutes les 3 semaines, par rapport aussi à si c'est des clients qui ont besoin d'avoir du support très régulièrement, du contenu très régulièrement, si un peu moins, etc. Et de vous mettre des dates, c'est-à-dire bah, tous les lundis ou telle date, etc. Et de toute façon, je vais vous montrer des exemples après, c'est toujours un petit peu plus parlant, je trouve. Et les responsables, surtout si vous êtes, évidemment, surtout si vous êtes une équipe, il faut savoir qui fait quoi. C'est toujours bien de le définir avant, ça, pour être sûr de ne pas avoir de quiproquo et de penser que c'est l'autre qui s'en occupe. Ah, il veut que je clique. Hop. Donc, évidemment, je vous ai pris l'exemple le plus facile pour moi. Mon site web, donc elblog.fr. Donc, je vous le montre comme ça et je vais vous redétailler exactement tout ce qu'on a vu, point par point. Et comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça marche. Donc, le premier, pour mon entreprise Elblog, donc qui propose un petit peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure, hein, la prestation de service, donc soit la prestation au niveau de la rédaction, l'optimisation, donc tout ça, je vais vous en reparler un petit peu après, et du mentoring, de la stratégie de contenu. Donc ça, c'est grossièrement ce que propose mon site. Pas grossièrement d'ailleurs, c'est exactement ce que propose mon site. Déjà, il faut définir une cliente idéale. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, sinon on en a pour plus d'1 heure. Mais en gros, ma cliente idéale, c'est une femme qui a à peu près une 35-40 ans. C'est une entrepreneuse qui a passé la première année où un petit peu on se cherche pour monter son entreprise, etc. Donc, qui a défini exactement ses objectifs, qui sait où est-ce qu'elle veut aller, qui connaît son but au niveau de son entreprise et qui a passé un stade et qui a besoin d'aide, besoin de déléguer, pour revenir sur la conférence de Lucie, qui a besoin de déléguer une partie soit de sa stratégie, soit de sa rédaction pour avoir un ensemble cohérent. Ma cliente idéale, c'est aussi quelqu'un qui a envie de collaborer sur du long terme, qui a envie de construire un échange, une communication et qu'on travaille toutes les deux vers son objectif, etc. Donc, ça, c'est ce que je vous ai donné en gros. Évidemment, il faut aller plus dans les détails, mais là, ce n'est pas l'intérêt. Ensuite, j'ai décidé, par rapport à cette cliente idéale, sur quoi elle travaille. Donc, ma cliente, je ne vous l'ai pas dit, mais ma cliente idéale travaille principalement en marketing digital. Donc, c'est quelqu'un qui est principalement sur des sites web, qui connaît très bien le monde du web et qui est sur Instagram. Donc, du coup, j'ai ouvert un site auquel j'ai ajouté un blog et je suis sur Instagram. Je précise aussi que je suis sur un support et un réseau. Alors, évidemment, vous me trouverez sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais il y a très peu je relaye les informations, mais je n'anime pas parce que moi, ce que je vous conseille, mais chacun, voilà, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer au départ sur un support et un réseau. Et ensuite, au fur et à mesure, d'élargir, de prendre plusieurs réseaux, etc. Mais il vaut mieux avoir des bonnes stratégies, des choses qui fonctionnent, etc. sur un réseau, un support, plutôt que d'être partout et nulle part à la fois et de pas être... voilà, le but, c'est que je convertisse mes prospects et pas que tout le monde me voit partout, mais que ça ne serve à rien.
Donc, à quoi servent mes supports? Mon site, il me sert à présenter mes prestations, globalement, vous voyez, travaillons ensemble, et à présenter elblog.fr, c'est-à-dire à propos, mes contacts, comment revenir vers moi, s'inscrire à ma newsletter, avoir des informations sur mon entreprise, etc. Ensuite, j'ai mis mon blog. À quoi me sert mon blog? Il me sert à donner des conseils à mes clients, à détailler un petit peu les termes qui peuvent leur paraître un petit peu compliqués, comme on peut faire aujourd'hui, à démontrer mon expertise, à montrer que la rédaction web, que la stratégie de contenu, que le blogging, etc., c'est mon monde et je m'y connais. Et il me sert évidemment à attirer mes clients potentiels. Ensuite, Instagram. À quoi me sert Instagram? Donc, Instagram, l'avantage, c'est qu'il est un petit peu plus léger que le site et que le blog. Et il me permet de partager des astuces, de me faire connaître, de montrer ma personnalité, mes valeurs, d'agrandir ma communauté et d'attirer des clients potentiels. Aujourd'hui, mais ça, on en reparlera peut-être après. Je dis toujours ça, mais il y a un moment, enfin, je sais pas. Aujourd'hui, ce sont mes deux principales sources de clients, et j'ai des clients que par ce biais-là, voilà, par Instagram et par mon site. Ensuite, il fallait que je décide ma ligne éditoriale. Donc moi, ma ligne éditoriale, c'est je vous vois la cliente. Voilà, je la vous vois dans mes articles de blog, etc. J'ai décidé de la vous voyer. Par contre, j'ai décidé d'écrire en mettant vraiment ma personnalité, en étant légère, etc. Comme je peux vous parler aujourd'hui. Voilà, c'est pas parce qu'on vous voit qu'on est obligé d'être très formel, de mettre une distance avec les clients. Voilà, le but, c'est que moi, je rende toutes les choses abordables, mais en gardant ce vouvoiement. Et je vous ai montré par exemple, donc j'ai mis en place un planning éditorial. Là, je vous ai montré que celui du blog. Moi, il y a certaines personnes qui mettent tout en même temps. Moi, j'ai fait un blog, un Instagram. Là, je vous montre celui que j'ai fait. Je ne sais pas si vous connaissez Notion, mais ça peut très bien marcher sur un tableau Excel, sur Trello, ClickUp, etc. Et le but, en fait, vous voyez que toutes les informations dont j'ai besoin sont ici. Donc là, j'ai mis par le premier trimestre, janvier à mars, mais j'ai ça sur toute l'année 2021, par mois. Donc, de quoi je veux parler? En janvier, je parlerai d'organisation. Je vais publier des articles donc, que vous pouvez déjà voir sur mon site actuellement. Le bilan de l'année 2000, comment définir vos objectifs pour la nouvelle année. Et le troisième qui a été publié hier, c'est comment trouver un an de contenu pour votre blog. Donc là, j'avais juste mis mes idées. On voit que c'est pour le blog, mais j'ai la même chose sur Insta. On voit les dates très précises à quand doivent être publiés les articles, 4 janvier, 11 janvier, 18 janvier. Et vous voyez que les autres sont aussi déjà programmés. Je connais exactement mes dates. Le statut, est-ce que c'est publié, programmé, est-ce que ça va faire? Alors ça, c'est en plus très, très pratique quand vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que si vous écrivez l'article, mais qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui optimise l'article, qui le programme, etc., bah, ce qui est bien, c'est de savoir qui est où. Et j'utilise ça aussi pour mes clientes. Donc, c'est très pratique parce que moi, je ne l'ai pas mis évidemment parce que je suis toute seule sur Elblog, mais vous pouvez mettre un responsable. C'est ce que je fais avec mes clientes. Je sais si c'est à moi de le faire ou si c'est à elles de faire. Je mets le lien pour pouvoir retrouver facilement, etc. J'ai ça sur toute l'année 2021 à venir. Et évidemment, ce planning éditorial est construit pour mon objectif. Mon grand objectif, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, mais j'ai proposé l'année dernière des packs qui étaient des mini-formations. Et cette année, mon objectif principal, unir ces packs et de proposer une grosse formation sur la stratégie de contenu et sur la rédaction web. Donc, tous mes thèmes, le fait d'expliquer comment s'organiser. Ensuite, je ne vous ai pas caché que pour février, ce serait le référencement naturel, SEO, etc. Tout ça va dans le but de vendre ma formation au cours de l'année. Parce que si j'écris sur le blog 15 000 articles, etc., mais que je ne sais pas trop où je vais, bah, c'est bien sympa, mais dans ces cas-là, c'est un blog passion et ce n'est pas un blog business. Donc, voilà un petit peu comment je m'organise. Et comment j'organise aussi mes clientes. J'en ai eu un rendez-vous ce matin et je lui ai proposé pareil. Du coup, je vais arriver sur la dernière partie. Je suis à peu près dans les timings, c'est bon. Mais sur la dernière partie que je voulais voir avec vous, c'était le pouvoir du blog dans la stratégie de contenu. Donc, comme je vous l'ai dit, le blog, c'est ma spécialité. Je fais de la rédaction un petit peu sur tous les supports, mais principalement sur le blogging, puisque c'est mon domaine d'expertise. Et qu'il faut savoir que quand vous avez un site Internet, le blog permet de ramener 30% en plus de trafic. Donc, c'est vraiment un levier important et dans la stratégie de contenu qu'il ne faut pas négliger.
c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler davantage. Camilla vous en a parlé un petit peu du pouvoir des réseaux sociaux ce matin. Marion l'a fait aussi hier. Donc, vous avez eu, pas des réseaux sociaux, mais aussi de Instagram. Vous avez cette version. Moi, je vais m'attarder plus sur le blog. Donc, pourquoi avoir un blog? Donc, quand on tape un petit peu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on va sur Google, qu'on tape une requête, ça s'appelle un mot-clé. Par exemple, cadeau d'anniversaire pour mon frère. Pour revenir sur des exemples que j'ai déjà cités, l'intérêt, c'est que le lecteur, le client, le prospect, etc., vous trouve. Le but du jeu, on va dire que c'est d'être dans les 3 premières pages proposées par... Évidemment, le mieux, c'est d'être le numéro 1. Le numéro 1. Alors évidemment, quand vous cherchez sur Google, les premières, je pense que vous avez déjà vu ça, mais quand les premières recherches qui s'affichent, c'est les sponsorisés. Donc ça, on ne peut pas dire que ça compte puisque c'est des business qui payent en fait pour être dans les premières lignes. Donc quand on parle du numéro 1, c'est celui qui est en dessous qui doit arriver à la 3e ligne, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive juste par du référencement et du travail d'optimisation, ce dont on va parler après. Mais le but du jeu, c'est d'arriver numéro 1 là-dessus par rapport à des mots-clés. Donc, le mot-clé, par exemple, là, dans mon exemple, voilà. Ou des longues traînes. Donc, les longues traînes, c'est ce que je viens de vous dire. Cadeau pour mon frère, pour son anniversaire. Pourquoi je vous parle de la longue traîne? C'est parce qu'on est très moderne maintenant et qu'en 2021, la plupart des gens se servent de leur téléphone pour faire des recherches Google. Ça nous permet de faire des recherches n'importe où, etc. Et qu'il est très rare que vous tapiez juste cadeau. Soit vous allez préciser parce que vous voulez vraiment le site qui va vous proposer exactement ce que vous voulez. Soit, je ne sais pas si vous faites ça, mais vous allez en fait parler... dans votre recherche Google, vous allez faire le micro. Et dans ces cas-là, vous allez dire trouver un site pour un cadeau d'anniversaire pour mon frère, etc. Donc ça s'appelle des longues traînes, le fait d'associer plusieurs mots. De plus en plus d'internautes le font. Donc il faut que nous, en rédigeant des articles ou en proposant du contenu, on s'adapte aussi à cette recherche-là. C'est-à-dire que si moi, je vais écrire un article et que je me concentre sur le mot cadeau, finalement, Google ne me proposera peut-être pas parce que je ne suis pas assez précise par rapport à ce que veut le client. Donc, par rapport à ça, je voulais vous parler des petits Google Bots. J'espère que mon accent n'est pas trop pourri. En fait, comment Google procède? Quand vous avez un site Internet, en fait, il a des robots, les Google Bots, qui vont analyser tout votre site Internet et qui va définir le thème de votre site, sa pertinence et son organisation. Le thème, ça paraît assez simple. Si vous vendez des vélos et que vous avez parlé du dernier tricot que vous a fait votre grand-mère, de la bougie qu'on vous a donnée et des vélos, Google, il va se dire, pas Google, ces robots vont se dire, il est gentil, mais du coup, on vend quoi? On vend des bougies, on vend des vélos, je ne sais pas trop. La pertinence, c'est-à-dire qu'il va regarder si le contenu que vous proposez est intéressant, si les gens, quand ils sont sur votre site, ils visitent plusieurs pages, ça répond à leurs questions ou pas. Et l'organisation, c'est-à-dire que quand on va sur votre site, si j'ai envie d'acheter un vélo, mais que je ne sais pas trop où aller, faut que j'aille sur plusieurs pages, je reviens en arrière, etc. Les robots, ils vont se dire que c'est un site un peu pourri, c'est pas bien organisé, on ne s'y retrouve pas, c'est pas intéressant. Donc, par rapport à ça, les Google Bots vont scanner votre site, ils vont donner des notes par rapport à ça. Et quand le client ou le lecteur va taper ses longues traînes ou ses requêtes sur Google, il va lui proposer les sites qui, pour lui, ont la meilleure note dans la thématique qui a été demandée. Donc, pourquoi Google ne vous met pas en avant, ne met pas votre site en avant? Pourquoi on ne trouve pas votre site quand on tape votre thématique? La première raison, c'est que votre contenu n'est pas optimisé. C'est-à-dire que quand les Google Bots passent sur votre site, ils ne comprennent pas. Ils ont certains codes. Il y a un langage pour les humains comme nous, il y a un langage pour les robots, et les robots, ils ne comprennent pas votre site. Donc ça, on va reparler. Ou votre site n'est pas optimisé. Alors, j'ai souhaité le mettre ici. Après, c'est plus la spécialité d'un webmaster. Mais par contre, c'est quand même très intéressant de le mettre qu'il y a des codes aussi pour les sites et que ça peut être... qu'il faut que votre site soit aussi optimisé, il faut que votre site soit travaillé pour les moteurs de recherche, etc. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez un très bon contenu, mais un site qui n'est pas travaillé ou un site qui est travaillé avec du mauvais contenu, Google ne vous mettra pas en avant, c'est sûr. La deuxième raison, c'est votre taux de rebond.
Donc, je vous ai mis un exemple. Le taux de rebond est trop haut. Ça veut dire qu'un lecteur arrive sur votre site, en fait, il ne trouve pas du tout l'info qu'il veut, il repart. Il arrive, il repart. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été visiter d'autres pages, il n'a pas été curieux d'aller voir d'autres choses sur votre site, etc. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Soit la cartographie de votre site n'est pas assez claire, soit votre contenu n'est pas pertinent, soit il n'a pas trouvé sa solution, etc. Mais il y a un vrai problème là-dedans. Et ça va un petit peu avec le temps sur votre site est trop bas. Ça, c'est simple. Si le client il arrive et qu'au bout de 2 secondes, il a scanné vite fait votre article, il se rend compte qu'il n'aura pas la réponse à sa question, il n'a pas d'intérêt à rester. En plus, vous savez que les lecteurs aujourd'hui, ils ont un nombre incalculable de données, etc. Si dans les premières minutes, ils ont l'impression que votre site ne convient pas, ils s'en vont. Ensuite, vous n'avez pas de bons backlinks. Donc ça, en fait, Google, ce qu'il aime bien, c'est qu'il y ait d'autres sites il y a d'autres sites qui font des liens vers votre site. Donc, c'est-à-dire que ça va être des articles de blog qui donnent le lien de votre site. Ça va être des annuaires qui vous citent. Ça va être des personnes qui commentent. Ça va être aussi des lecteurs qui sont très, très contents et qui vont reparler en postant l'adresse de votre site, etc. Par contre, ce qu'il n'aime pas, c'est les mauvais backlinks. C'est-à-dire que si lui considère qu'il y a un site qui n'est pas cohérent, qui n'est pas pertinent, etc., et que c'est ce site-là qui fait un lien vers votre site, mais il va se dire c'est un petit peu comme si vous n'aimez pas quelqu'un et que la personne vous dit moi j'ai quelqu'un à te conseiller et tu te dis lui il est déjà pas sérieux, il vient pas souvent bosser, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie d'embaucher son copain quoi. Là c'est un petit peu pareil. Si Google considère que le site est pourri et que c'est lui qui vous conseille, il n'est pas trop chaud quoi. Et vous n'avez pas assez de visites. Personne vient sur votre site, c'est que finalement il ne doit pas avoir du contenu intéressant. Ce qui est un petit peu le jeu au début, c'est-à-dire que quand vous montez votre site au début, du coup, vous n'avez pas beaucoup de recul, vous n'avez pas assez de visiteurs, etc. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent que quand un site est mis et quand du contenu est mis, il faut un petit peu de temps pour que les gens viennent de plus en plus et que Google s'intéresse à votre site. Voilà, c'est pas parce que vous mettez 10 articles aujourd'hui que demain, votre site il va faire un boom, quoi. Pourquoi avoir un site sur votre blog? Pourquoi avoir un blog sur votre site? Donc, le blog, l'avantage du blog, c'est qu'il a 2 cibles. Il a les Google Bots et il a les lecteurs. Bon, je me suis mis sur des lectrices, mais les lecteurs aussi. Donc, on va commencer par le côté humain quand même. C'est que quand vous écrivez un article, quand vous postez un article sur votre blog, vous avez envie qu'il soit lu. Voilà. Il n'y a pas de... À part si vous êtes... si vous cherchez juste à faire venir Google, etc., mais vous n'avez aucun intérêt, en général, on a quand même envie d'écrire un article qui intéresse nos lecteurs et qui leur montre qu'on est des pros. Vous allez écrire un article qui est aéré, qui est compréhensible, qui est facile à lire, qui est bien écrit et qui comporte des images. Parce qu'évidemment, lire un texte de 40 lignes, tout collé, tout machin, c'est pas intéressant. Vous avez envie de couleurs, vous avez envie de paragraphes, etc. Vous avez envie d'écrire un article qui est intéressant et à forte valeur ajoutée. Donc, qui apprend des choses à votre lecteur, soit sur votre produit, soit sur votre méthodologie, soit sur du do it yourself, etc. Qui donne envie de revenir sur votre site, parce que c'est vrai que si la personne, elle vient, elle achète, elle ne revient jamais, c'est dommage. Qui convertit en client, donc quelqu'un qui lit votre article, qui ensuite va visiter certaines pages et qui va se dire super intéressant, voilà. Et qui fait parler de la marque, parce qu'on sait très bien que quand on achète un produit sur un site, que le site il est génial, que le produit il est cool, et on va en reparler, on va poster ça sur Facebook, sur Instagram, etc. Et sans s'en rendre compte, on va devenir ambassadeur de la marque. Donc ça, c'est pour le côté lecteur. Donc l'avantage du blog, c'est qu'il propose un contenu qui va être lu pour le lecteur et le lecteur sera votre futur client. Donc c'est une des choses les plus importantes quand même à la base. Mais pour que ce lecteur arrive sur votre site, sur votre blog, il faut que l'article parle aussi à Google. Comment l'article va parler à Google? Il va utiliser le langage de Google qui s'appelle le référencement SEO, donc Search Engine Optimization, ou optimisation pour les moteurs de recherche, qui est globalement le langage des moteurs de recherche de Google, etc. Donc l'article, le but, c'est qu'ils mettent des codes
qui vont être compris par les Googlebots et qui va permettre de mettre des meilleures notes à votre site. Qu'est-ce que ça va être le langage? C'est l'utilisation de mots-clés. Si vous vendez des vélos, il n'y a pas d'intérêt de parler de voiture, il n'y a pas d'intérêt de parler de bateau. Voilà, il faut que le mot vélo il soit là et de champ sémantique. C'est-à-dire que quand on parle de vélo, on va parler de roues, on va parler de… Je sais bien, j'ai choisi un sujet que je connais hyper bien en plus. On va parler de cyclistes, on va parler de choses qui tournent autour du monde du vélo. Il va regarder la structure de l'article, c'est-à-dire que y a un titre, il y a des sous-titres, etc. L'importance du chapeau, donc j'ai fait exprès de vous mettre le terme Google, mais c'est un petit peu l'introduction. Voilà. Donc en fait, quand un lecteur vient sur votre article, la première chose qu'il va regarder, c'est qu'il va scanner vite fait le début, l'introduction. Si jamais l'introduction lui parle ou lui parle pas, il va lire le reste ou pas. Google, c'est exactement pareil. Il va scanner le chapeau, l'introduction, et il va voir si les mots-clés, s'il arrive à définir en fait le sujet de votre texte, si les règles sont respectées, etc. Et c'est ce qui va, globalement, il ne va pas regarder le reste de votre article. C'est pour ça, mais je vous en reparlerai un peu après dans la structure, c'est pour ça que ça ne marche pas comme les rédactions que vous pouviez faire à l'école, un article de blog. À l'école, on faisait une intro qui mettait un petit peu de suspense, ensuite on détaillait tout, etc. Et la conclusion, on assommait la fin. Là, ce n'est pas le cas. Il faut que dans le chapeau, le lecteur et Google sachent exactement de quoi on va parler, ce que vous allez décrire. Si vous voulez donner 10 méthodes pour faire un tricot pour un pull pour un bébé, il faut que dès le chapeau, vous ayez dit, voilà, je vais vous donner toutes les méthodes pour créer, coudre ou tricoter un manteau pour un bébé. Voilà. C'est pas à la fin, enfin, faut pas faire monter la pression, quoi. Présence de liens externes et internes. Donc là, c'est ce qu'on avait dit aussi. Il faut des liens, ça c'est important. Donc il faut des liens internes, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez des liens vers vos articles, vers vos autres articles, vers vos produits si jamais vous êtes en boutique, en e-commerce, vers vos prestations, etc. Ça permet à Google de voir une structure d'articles, de sites. Voilà, il permet de relier les pages les unes aux autres, de voir que toutes vos pages ont un lien, tout est pertinent et c'est organisé. Et des liens externes. Après, il y a tout ce qui est métadonnées et texte alt, mais je vais vous montrer un exemple parce que si vous n'avez pas le vocabulaire, ce n'est pas évident comme ça. Et la longueur du texte, c'est-à-dire qu'un article de blog qui fait 200 mots, etc., il va se dire que ce n'est pas pertinent, qu'il n'y a pas d'informations, etc. Donc évidemment, le but du jeu, ce n'est pas de faire un article de 6000 mots qu'on n'a pas envie de lire, qui est un peu pénible et tout. C'est d'avoir un texte qui est pertinent, mais qui a une longueur conséquente qui permette de donner assez d'informations. Donc ça, c'est le langage Google. Et vous avez le langage lecteur. Donc, l'avantage du blog, c'est qu'il va autant parler à Google qu'il va parler au lecteur et qu'il va vous permettre d'attirer. Parce que le problème, c'est les lecteurs, mais avant, il faut Google et proposer votre contenu aux lecteurs pour que les lecteurs arrivent, puissent acheter, etc. C'est un peu un cercle vicieux. Donc, j'ai repris mon site en exemple pour vous montrer exactement où est-ce que se situent toutes les informations. Donc là, la longue traîne, donc ça, c'est le dernier article que j'ai posté hier. Comment trouver un an de contenu pour votre blog. Donc, j'ai choisi une longue traîne, un an de contenu pour votre blog. Donc, dès qu'on tape trouver un an, j'ai besoin de trouver un an, comment je fais pour trouver un an de contenu, etc., on va tomber sur mon article. Dans le chapeau, donc dans l'introduction, donc déjà vous voyez qu'il y a des smileys, que j'ai mis des couleurs, que c'est aéré, etc. Et ensuite, j'ai mis du vocabulaire qui je souhaite être associé à mon article. Donc de l'organisation, de la stratégie, rapidement, m'organiser en avance, pas y passer des heures, etc. Ensuite, la structure de l'article. Donc, le Googlebot, mais vous aussi, lecteur, vous aimez bien avoir des sous-parties, etc., quand vous lisez. Mais déjà, le nombre de mots, vous voyez qu'ici, il y a 1280 mots. Donc, il y a au-dessus de 1000 mots, qui est souvent ce qu'on recommande en minimum. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une structure. Donc, il y a le titre qui s'appelle tout est organisé en fait en H. H1, H2, H3. Donc là, vous voyez que le titre qui correspond au H1, comment trouver un an de contenu pour votre blog. Et après, en fait, ça découle. H2, c'est les sous-titres. H3, c'est les sous-sous-titres. H4, les sous-sous-sous-titres. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un H1, H3, revenir à H2. Voilà, il faut que ça se suive, comme quand vous écrivez une rédaction. Là-dessus, c'est pareil. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un H1 qui est le grand titre. Il y a H2, donc une partie, H2, une deuxième partie, qui a été redécoupée en deux sous-parties qui sont les H3. Après, on revient à une grande partie H2, etc.
Donc ça, c'est une erreur qui paraît, c'est un sujet qui paraît assez simple, mais sur lequel il y a souvent des erreurs. Et là-dessus, Google ne comprend pas. Voilà. Si ce n'est pas organisé, etc., il ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais quand vous lisez un grand texte, un grand roman, etc., vous aimez bien quand les chapitres sont clairs, etc., que c'est bien défini, c'est plus facile, quoi. Ensuite, le fait d'avoir des liens internes. Donc là, par exemple, bon, je vous ai cité, mais par exemple, dans cet article d'hier, j'ai mis un lien vers la méthode SMART, qui était mon article de la semaine d'avant, où je parlais comment définir vos objectifs de blog avec la méthode SMART. Et j'ai mis un lien externe qui est assez connu quand vous faites de la contenu, qui est BuzzSumo, donc qui permet en fait, quand vous tapez un mot-clé, par exemple objectif, et ben il va vous, alors il fait plusieurs choses. Moi je m'en sers principalement pour me proposer en fait les articles autour de ce mot-clé qui ont bien fonctionné, qui ont eu beaucoup d'interactions, etc. Et ça me permet d'avoir déjà de voir un petit peu ce qui fonctionne, l'actualité, et ça peut me donner des idées aussi sur d'autres futurs articles. Et ensuite, il y a les métadonnées et les métadonnées. Donc ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus, surtout si vous n'êtes pas dans la technique, etc. C'est moins intéressant. Mais juste pour vous expliquer les 3 grandes parties des métadonnées. Donc ça, moi, je suis sur WordPress. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des programmation, organisation, etc., qu'on fait sur WordPress, qu'on peut faire sur Wix, etc., et qui sont dans les paramètres de chaque article. Donc, il y a le meta-title. Donc, le meta-title, c'est ce que vous allez retrouver quand vous allez taper sur Google. Donc, par exemple, moi, personnellement, j'ai choisi de mettre comment trouver un nom de contenu pour votre blog, et après, vous ne voyez pas tout, mais il y a marqué elblog.fr. Mais on peut choisir finalement de mettre le titre qu'on veut, de mettre notre blog, notre site, pas notre site, etc. La règle pour... mais bon, ça paraît assez évident. La règle pour Google, c'est que votre mot-clé ou votre longue traîne doit être dedans. Donc moi, ma longue traîne, c'est 1 an de contenu pour votre blog. On le retrouve dans le titre. Voilà, quand un lecteur va taper ça, il va retrouver mon titre. La métadescription, donc ça, c'est 55 caractères, si je ne dis pas de bêtises. Métadescription, donc c'est ce que vous voyez en dessous. Marre de passer des jours sans trouver d'idées de contenu. Voilà ma méthode pour préparer un nom de contenu pour votre blog. Donc ça, c'est 155 caractères maximum. Et en gros, c'est ce que vous trouvez pareil sur Google, quand c'est le petit résumé qui est en dessous et qui vous donne envie de cliquer ou pas. Donc le but du jeu, c'est de mettre pareil vos mots-clés, évidemment, et de tourner, d'utiliser des termes, etc., qui tournent autour, que ce soit assez clair, que ce soit assez court, parce que si en fait, vous pouvez écrire 300 mots dessus. Le problème, c'est que la personne, elle ne verra pas la suite, donc c'est un peu chiant. Surtout si votre mot-clé, vous le mettez 4 ou 5 lignes en dessous, du coup, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Et ensuite, le slug. Donc, le slug, c'est ce que vous voyez donc, en vert. Donc, c'est 1 an de contenu. Voilà. Parce que si quelqu'un a envie d'aller voir mon site, ça va être un peu pénible d'aller mettre elblog.fr, comment trouver 1 an de contenu. Voilà. Donc là, j'ai laissé mes mots-clés dedans et j'ai fait un slug court. Donc ça, c'est des choses qui vont être analysées par les robots, de voir si mes mots-clés reviennent régulièrement, où est-ce qu'ils sont, etc. Et ensuite, je vous avais parlé un petit peu des images, et il y a aussi une programmation à faire pour les images. Donc il y a un texte alternatif, donc ça s'appelle, en fait, il y a un texte à associer à chaque image où il faut rappeler alors à la base, c'était fait pour les non-voyants, c'était une description qu'on devait faire des images pour que les personnes qui voyaient pas aient une information orale de ce qu'il y avait sur l'image. Et maintenant, en fait, ça sert juste à optimiser l'image. Et du coup, c'est les mots-clés qui sont dessus pour rappeler à Google que notre image, elle est bien associée à notre article, etc. Hop là. Donc, dans tout ce qu'on a vu, c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Le blog est un formidable outil qui permet de gagner en visibilité et d'améliorer le référencement. C'est-à-dire que grâce au blog, votre site va être mieux référencé, il va remonter dans les pages de Google et il va permettre au lecteur de tomber sur votre site. Il propose du contenu actualisé, ça je ne l'ai pas dit, mais en fait, Google aime bien aussi que votre site soit souvent mis à jour, parce que si jamais votre site, vous n'y avez pas touché depuis 2003, Google, il va se demander si est-ce que c'est encore d'actualité, est-ce que vous êtes vraiment à la page, en plus, bon, sur des sujets où il se passe beaucoup de choses du web, etc. Est-ce que vous êtes encore à la page? Est-ce que c'est encore intéressant? Est-ce que votre boutique, elle est encore... ça veut dire que vous n'avez pas remis des produits sur votre boutique, etc. Donc, il aime les contenus actualisés. L'avantage du blog, c'est que vous postez régulièrement, normalement, donc ça fait ça.
Produire du contenu qui dure dans le temps. C'est-à-dire que quand vous avez écrit un article, si vous l'avez bien optimisé, bien travaillé, voilà, trouver du contenu pour son blog dans un an. Si j'ai envie de regarder en 2022 comment je vais m'organiser, je peux retomber dessus, etc., etc. Faire grandir votre liste email, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de ventes qui se font grâce au blog. Grâce au blog, vous pouvez mettre des liens, vous pouvez donner envie à votre communauté de s'inscrire sur vos listes email. Montrez votre expertise. Plus les gens lisent vos articles, plus ils voient que vous connaissez votre sujet, etc. Ils vous font confiance. Convertir vos prospects en clients, ça, on en a parlé. Créer une communauté. Ce qui est bien, c'est qu'avec les blogs, déjà, il y a votre personnalité qui ressort, votre façon d'écrire, etc. Les gens peuvent laisser des commentaires, on peut échanger et tout. Fidéliser et avoir des ambassadeurs. Quand les gens ils ont acheté, qui trouvent que tout est bien fait, etc., c'est eux-mêmes qui vont parler, qui vont partager votre article, qui vont parler de votre site, etc. Et humaniser votre marque, parce que de faire, de parler de conseils, de faire intervenir des gens pour discuter, etc., ça montre que, qu'il y a une équipe, qu'il y a un humain derrière et que, évidemment, on veut vendre, mais on veut vendre correctement. Donc, en conclusion, la stratégie de contenu, principalement par le blog, parce que c'est ce que je vous ai montré ici, mais ça marche aussi par Instagram, etc., c'est d'amener les clients à vous. C'est pas d'aller frapper à leur porte, c'est pas d'être agressif, c'est pas de les appeler 15 000 fois pour un truc, etc., mais c'est de faire venir les clients vers vous et de leur donner envie d'eux-mêmes de venir, de vous découvrir et de venir d'acheter chez vous ou d'utiliser vos prestats. Donc, je reprends la phrase qu'on avait vue au début pour voir qu'on a tout découpé. Donc, la stratégie de contenu permet de vendre en proposant à son client idéal sur ses canaux de communication du contenu adapté et à forte valeur ajoutée qui répond à sa problématique immédiate. Donc, le blog répond à tout. Ce qu'on a vu, donc on arrive à la fin. Nickel. On arrive à la fin, donc je voulais vous refaire un petit point vite fait sur ce qu'on a vu principalement aujourd'hui dans cette conférence. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la stratégie de contenu permet d'attirer vos futurs clients. Elle demande d'être organisée un minimum pour servir vos objectifs et que le blog est un outil indispensable. Attention, j'avais quand même réservé des petits secrets puisque vous avez été très sympa de suivre ma masterclass, non, ma conférence aujourd'hui. Donc, je vous avais réservé quelques petits secrets par rapport au blog que je voulais vous révéler. Le premier secret, c'est que c'est la fréquence. C'est la fréquence et la régularité qui permet au blog de fonctionner. C'est-à-dire que si vous écrivez un article tous les 6 mois, ça ne marche pas. On dit qu'il faut minimum un article par mois et qu'il faut vous y tenir. Donc, ce n'est pas parce que ce mois-ci, vous en écrirez 3, que le mois prochain, vous en écrirez 1, que ça va fonctionner. Il faut vraiment vous mettre dès le départ, quand vous allez choisir votre planning, etc., de vous dire, nous, on écrit un article toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc., et de vous y tenir. Ça, c'est un des secrets pour que ça fonctionne. Le deuxième secret, c'est qu'il faut faire un retour de ce que vous faites. Analysez vos stats, lisez les commentaires de vos clients, de vos lecteurs, etc. et adaptez-vous par rapport à ça. C'est-à-dire que s'il y a un article qui n'a pas du tout plu, qui ne va pas du tout, même si vous avez l'impression qu'il suit vos objectifs, si jamais il ne plaît pas à votre lectorat, il n'y a pas d'intérêt. Donc, prenez le temps, une fois par mois, etc., de revoir un petit peu vos contenus et de vous adapter par rapport à votre lecteur qui évolue. Évidemment, vous évoluez, votre business évolue, vos lecteurs évoluent aussi, vos clients évoluent aussi. Le troisième secret, mais ça, je vous en ai un petit peu parlé déjà, c'est que la stratégie de contenu, c'est une stratégie qui marche sur le long terme. Pour commencer à voir des résultats, il faut attendre 3 à 6 mois. C'est-à-dire qu'il faut le temps que votre article soit posé, optimisé et que les robots passent dessus et vous les remontent. Si vous allez voir mon article que j'ai posté hier, vous n'allez pas du tout le trouver tout de suite en première page. Revenez dans 3 mois, je suis sûre qu'il sera numéro 1. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'il n'a pas encore été vu par les robots, etc. Utilisez Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez Pinterest, mais on a beaucoup parlé de Google qui est un moteur de recherche. Mais Pinterest est un très, très, très bon moteur de recherche qui adore les blogs. Donc, partagez vos articles de blog sur Pinterest. Là-dessus, il y a des gens un petit peu plus formés là-dessus que moi, mais par contre, Pinterest marche très bien avec les blogs, marche très bien pour amener aussi du trafic par rapport à vos articles, etc. Donc, ne négligez pas Pinterest pour partager vos articles. Déléguez si besoin.
Alors évidemment, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça peut vous paraître soit très facile, soit à mettre en place, soit très compliqué. N'oubliez pas, même avec ce que Lucie a dit ce matin, ce midi, que tout est possible. Il est possible de déléguer. Il est possible de déléguer sa stratégie de contenu. C'est ce que j'ai fait ce matin avec une cliente. Voilà, on a brainstormé pour mettre en place sa stratégie, voir qu'est-ce qu'on devait mettre en place comme contenu, sur quel support, à quelle fréquence, sur quel sujet, etc. Vous pouvez aussi déléguer votre rédaction d'articles. Donc, la personne, comme des rédacteurs web SEO comme moi, peuvent rédiger vos articles, les optimiser pour Google et pour vos lecteurs. On est expert là-dedans, donc on est capable de capter votre univers, votre personnalité, votre façon de retranscrire les choses et de les mettre à votre manière. Il n'y a pas de problème, c'est notre job. Et vous pouvez aussi déléguer l'optimisation, c'est-à-dire que vous avez envie de continuer à écrire vos articles parce que vous aimez ça, vos textes, etc. Mais vous n'avez pas envie de vous occuper de le côté Google, référencement. Et dans ces cas-là, vous le donnez à des personnes comme moi et on s'en charge. Et la toute dernière, je finirai là-dessus, le tout dernier secret que j'avais pour vous, c'est j'en ai un petit peu parlé aussi, c'est qu'attention, évidemment, le contenu, le blog, c'est pas la seule manière de faire, même si vos contenus sont très optimisés, vos articles sont au top du top, votre site doit aussi être adapté à Google et à vos lecteurs. C'est-à-dire que c'est pas le blog, évidemment, n'est pas que la source de réussite ou d'échec. Il faut que ça aille avec un site qui est très bien optimisé, très bien travaillé et qui parle autant à vos lecteurs aussi que les robots. C'est-à-dire que si on ne trouve pas vos pages de prestation, si votre prestation, si vous êtes couturière mais que vous n'avez jamais mis le mot couturière dans votre site, vos articles font rien pour vous. Donc voilà mes petits secrets pour la fin de cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à Mélanie et Juvent pour l'invitation. J'espère avoir répondu à la plupart des questions que vous auriez pu vous poser sur la stratégie de contenu. Et puis de toute façon, je reste dispo pour la FAQ si jamais il y a des questions. On a plein. Ah. T'es prête? On dirait une question piège, tu sais. Non, non, t'as plein de retours hyper positifs. Donc, je te laisserai Merci beaucoup. faire le chat pour que tu puisses vraiment le regarder. Je vais peut-être arrêter de partager. Tiffany qui disait justement, effectivement, ça m'aide pour tout mon projet, mon prochain projet de formation chef de projet. Alors, du coup, Tiffany te demande, du coup, elle blog n'est pas sur LinkedIn. C'est en projet ou pas du tout? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai décidé de me focaliser cette année sur un support qui est le site et un réseau qui est Instagram. Et aujourd'hui, c'est ma principale source d'acquisition, c'est-à-dire que je n'ai prospecté aucun client. Elblog est ouvert depuis le 1er septembre à peu près. Et tous mes clients viennent de soit Elblog, soit d'Instagram. Je n'ai fait aucune démarche, je ne suis pas inscrite sur des réseaux, des plateformes de freelance, etc. Donc LinkedIn sera certainement en projet, mais en fait, j'ajouterai au fur et à mesure des réseaux, au fur et à mesure de mes clients, etc. Et si mes clients, mes futurs clients y sont, etc. Pour l'instant, les clients que j'ai en marketing digital sont principalement sur Instagram. Donc LinkedIn viendra si jamais j'ai une source de prospects de clients idéaux dessus. Mais je ne suis pas fermée. J'y suis, mais je n'alimente pas. Enfin, voilà, j'y suis, mais je ne travaille pas ce réseau pour l'instant. Cyrielle te demande si tu as déjà une liste d'attente pour ta formation. J'ai pas encore de liste d'attente parce que, Cyrielle, je vais te le dire réellement, je vous ai fait une petite exclusivité. En fait, les packs que j'ai fait l'année dernière ont fonctionné, mais j'avais beaucoup de demandes de continuité sur ces packs, des demandes de mentoring, etc. Donc, j'ai décidé de les retravailler, d'arrêter d'en produire et de les travailler autrement. Je vous en ai parlé aujourd'hui, mais je n'ai pas encore ouvert de préinscription, etc. Je reviendrai sur les réseaux prochainement là-dessus. Là, je me concentrais sur mes nouvelles clientes que j'ai eues cette année pour la mise en place, etc. Enfin, sur ce début d'année. La conférence avec Mélanie, parce qu'on a pas mal travaillé dessus ensemble. Et voilà, je n'ai pas encore fait de liste, mais bon, tu m'amènes à me dire qu'il faudrait peut-être que je m'en occupe rapidement. Cyrielle a le sourire.
Du coup, Tiffany a dit, une des règles pour la mise en avant Google, c'est la performance de votre site, la vitesse de navigation. Un site qui a une mauvaise note d'optimisation ne sera pas mis en avant. Attention du coup au poids de vos images, notamment. Ce qui rentre aussi dans, c'est bien de le signaler, donc ça va vraiment dans le fait que je dise que les blogs, voilà, on travaille sur les blogs, mais finalement, il faut une corrélation blog, article de blog, évidemment, enfin site, pardon, site, blog, et l'optimisation, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé là dans tout ce que je vous ai dit, métadonnées, etc., mais il y a aussi une partie sur les images. Il faut des images, il faut qu'elles soient bien dimensionnées, il faut qu'elles soient pas trop lourdes parce que ça alourdit les pages d'ouverture de votre site et après, ça paraît logique si vous allez sur un site qu'il faut 10 minutes pour ouvrir une page, voilà. Mais c'est vraiment ça travaille ensemble et le blog n'est pas la seule source de réussite. Et c'est pour ça aussi que les rédacteurs rédigent vos pages home, rédigent vos pages de contact, etc. C'est parce que l'optimisation, elle est sur tout le site et qu'il faut un bon webmaster, etc. ou des bonnes connaissances pour faire un site. Le site, c'est quand même la base. Il faut une bonne base pour continuer. Mireille te demande, ta cible est très féminine, tu n'as pas de clients? Point d'interrogation. Combien de temps as-tu mis pour fidéliser une clientèle? Alors, c'est une très bonne question. J'en ai pas parlé forcément parce que ce n'était pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Mais en fait, j'ai commencé il y a 1 an et je n'étais pas nichée, je n'étais pas ciblée. C'est-à-dire que je travaillais pour tout le monde, personne et tout le monde. Et ça a donné des collaborations qui n'étaient pas forcément intéressantes, ni pour le client, ni pour moi. Depuis que je suis sur Adblock, donc à peu près le 1er septembre, je suis très nichée, ce qui n'empêche pas, en fait, si vous faites du marketing, etc., on vous dit toujours qu'il faut être très niché, etc. Pourquoi je travaille, pourquoi c'est mon client idéal, etc. Parce qu'en définissant que je travaille qu'avec des femmes qui ont à peu près mon âge, on va dire, ça me permet que quand je poste sur Instagram, quand je poste des articles, etc., je sais à qui je parle. Je vais me dire que je parle à Julie qui a 35 ans et qui a un problème pour mettre en ligne son blog, qui a un problème pour vendre avec son blog, etc. Et moi, j'ai l'impression de parler comme si je parlais à une copine, à cette femme-là. Donc, ça me permet de produire du contenu qui est complètement adapté à ma cliente idéale. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que mes clientes... mon vivier de clientes aujourd'hui sont toutes dans ma cible. Bon, pas forcément que marketing digital, principalement, c'est 90% de mes clientes, mais je n'ai pas que ça en cliente. Et le fait d'être ciblé, ça ne ferme pas les portes aux autres, puisque pour être franche avec vous, j'ai un client régulier pour qui je travaille et qui a une entreprise, je ne sais pas si vous connaissez, mais de roll-up. Vous connaissez, c'est les espèces de panneaux publicitaires qu'on pose au sol dans les boutiques physiques, etc. J'ai travaillé aussi, là ça s'est arrêté, mais je travaillais avec un client qui fait de la métallurgie. J'ai aussi beaucoup écrit puisque c'était en... Voilà, je vous ai dit que j'étais spécialisée en sécurité, etc. au niveau logistique. Donc, j'ai beaucoup écrit pour des articles sur la sécurité, la formation à la sécurité routière. Donc, même si je suis très ciblée, ça ne m'empêche pas... J'ai des clients et ça ne m'empêche pas d'être contactée par des clients. Après, sur les collaborations à long terme, c'est vraiment mes clientes idéales parce que c'est ce que je souhaite aussi. Je pense que c'est les personnes pour qui je suis le plus compétente en plus. Et ensuite, j'ai des collaborations ponctuelles, même si ce client, je travaille très, très régulièrement avec lui, qui est un homme. Et j'ai pas de problème pour... Et je filtre pas les hommes, mais ça me permet juste d'adapter mon contenu et de faire du contenu qui est complètement adapté à ma cible. Dominique te demande conseil pour une association où je parle plutôt par nous, plutôt que je dans ma com, donc elle utilise le nous. Je trouve que c'est plus impersonnel. Quelle stratégie me conseillez-vous? Donc c'est sur sa page ou c'est sur ses articles? Dominique? Alors moi je trouve que le nous est pas du tout impersonnel. Parce que, en plus, dans une association, je trouve que c'est plutôt bienvenu parce que ça inclut la personne dans vos actions, etc. Donc, je trouve que ça donne plutôt un côté intéressant. Le jeu sur les sites et les articles, bon, ça dépend de... Après, tout dépend de votre client, tout dépend du but aussi de votre site ou de votre blog. Si c'est un... Par exemple,
on pense beaucoup aux blogueuses influenceuses aujourd'hui. Donc, elles parlent beaucoup à son lifestyle, elles vont beaucoup parler de jeux, etc. Par contre, le nous pour une association, je trouve que c'est plutôt bien placé. Voilà, ça amène une proximité et un investissement des gens. Dominique vient de préciser tout de suite, elle a dit sur toute la com, site et réseaux sociaux, enfin tout quoi. Non, je trouve que nous, c'est plutôt bien. Ça, en fait, l'avantage du nous, c'est qu'il inclut la personne qui lit. Il se sent concerné par les actions, par l'association. Après, je ne sais pas si association animal câlin, donc je suppose que c'est sur les animaux. Donc, je trouve que le nous est bien placé. Après, moi, par exemple, je vous vois sur mon site et pourtant, sur mes blogs, sur mes articles, je vous vois sur mes posts, etc. Mais ça n'empêche pas que j'ai une façon d'écrire euh, plutôt un langage parlé. Et voilà, c'est pas parce qu'on met du vous qu'on est on peut être très poli en utilisant le tu, etc. Donc, mais par contre, le nous, moi, j'aime. Pour une association, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Un marquage chouette, j'avais des doutes, donc elle est contente. Ah, nickel. Du coup, tu as d'autres questions, hein. Je continue toujours dans l'ordre. T'as Tiffany qui te remercie du coup pour ton partage. Lucie qui demande quel conseil donnerais-tu à une personne qui va lancer son blog? Alors, ce que je conseille à quelqu'un, alors ça dépend si la personne y connaît quelque chose ou pas. Mais là, je connais Lucie. Ce que je conseille, alors, on n'est pas obligé, quand on lance son blog, d'avoir 10 articles d'avance, etc. C'est bien de quand même faire tout ce que j'ai dit, le planning éditorial, etc. Après, moi, j'ai proposé un planning sur un an. Si c'est le début de notre blog, souvent, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on veut aller, etc. Donc, on peut travailler par mois, par trimestre, etc. On n'est pas obligé de se mettre une pression de fou. Et je conseille d'avoir quelques articles d'avance. Comme ça, quand on ouvre le site, il y a déjà un contenu, etc. Et c'est vraiment de travailler ça en même temps que le lancement du site, d'avoir quelques articles d'avance, quelques articles de postés. Et pas forcément, je sais que souvent les gens le font, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire un premier article présentation. Puisque normalement, dans votre site, vous avez un à propos, un contact, etc. Donc souvent, les gens ont envie de faire un article présentation en premier, je le déconseille. Et après, si jamais tu souhaites faire tes articles toute seule, que tu n'as pas envie de déléguer cette partie, je te conseillerais quand même de prendre un mentoring, etc., juste pour qu'on t'explique un petit peu comment ça fonctionne, les 2-3 règles à pas oublier. Et puis voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à... T'as plus de retours après, du coup. Mireille qui te dit PTT très riche, très clair, merci pour le partage. Merci. Rémi qui dit merci beaucoup Sandra, nous sommes deux ici et cela nous a appris plein de choses à tous les deux, signé Lola et Rémi. Je pense que c'est Rémi Coladina que nous avons actuellement avec Lola. Du coup, Max qui dit j'ai pas tout vu, hâte d'avoir le replay. Alors le replay sera là dans quelques jours. Donnez-nous juste un tout petit peu de temps de le mettre en ligne. Mais il arrive. Vous aurez le plaisir de revoir Sandra. Cyrielle qui dit nice, merci Sandra. Dominique qui disait ah chouette j'avais des doutes, qui marque je vous remercie, je travaille mon site aussi sur WordPress, la refonte est prévue cette année, j'ai apprécié vos conseils, j'ai pris de bonnes infos. Ah, merci, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit par le biais, donc comme tous les intervenants, je serai présent principalement sur WhatsApp, sur Facebook aussi, mais je vois plus sur WhatsApp, et à me contacter soit via le site, soit sur Instagram, si jamais vous avez besoin de compléments, d'informations ou de discuter sur les sujets du blog qui m'intéressent toujours. Parfait. Lucie qui dit super, merci beaucoup. Carole qui doit partir, mais qui te remercie aussi pour la conférence et ce partage hyper intéressant. Cyrielle qui te remercie aussi et qui dit qu'elle a écrit une feuille complète. Ha, ha, ha. Ah, mais il y aura mon PDF aussi. Je pense que Mélanie va mettre les PDF Oui, sur Podia, je pense. oui, tout à fait. Tout à fait. Ça sera beaucoup plus simple pour les gens de pouvoir réécouter ta conférence, retravailler, intégrer toutes les informations parce qu'elle était vraiment très riche. Donc, Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller prendre, tous les articles. Il y a plein d'articles aussi sur le blog qui traitent des sujets qui peuvent vous aider et plein de choses qui vont arriver aussi sur le référencement, etc. Si ça peut vous épauler dans vos propres créations de contenu. Rémi qui te dit merci vraiment, Sandra, encore. Voilà. Ah, merci, ça me fait plaisir.
Mais du coup, comme l'a dit Sandra, vous pouvez la retrouver sur, du coup, plus sur le groupe privé WhatsApp. Elle est aussi sur Facebook, mais elle semble préférer WhatsApp. Sinon, elle est aussi sur Instagram, elblog.fr, son site, son blog. Et vous la retrouverez aussi ce samedi à la cérémonie de clôture. Donc, vous aurez le plaisir de pouvoir encore du coup l'écouter pendant quelques minutes. Et puis, merci beaucoup encore, Sandra, pour cette très belle conférence. Je suis sûre que tu nous as appris plein de choses et qu'il va falloir du coup la réécouter pour tranquillement reprendre des notes et retravailler du coup chacun un petit peu nos stratégies de contenu. Et, et puis voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter peut-être Sandra. Bah, merci beaucoup pour votre écoute et vos retours, ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si jamais il y a la moindre question, le moindre besoin à revenir vers moi. Je prendrai plaisir à discuter de tout ça avec vous.